Bonjour, et si l'éducation devenait une histoire d'extase éducative? Imaginez un monde où l'innovation éducative cesserait d'être une nébuleuse ou de faire peur pour devenir une source d'enrichissement tout au long de la vie. Fini les injonctions, les frustrations ou les impuissances. Ici, on met en voie des expériences qui permettent une vision de l'éducation à 360 degrés. Ce qui nous questionne, nous interpelle et nous enthousiasme. Bienvenue dans Extase éducative, le podcast pour soutenir les transitions et le changement en s'extasiant. Bonjour Florence. Bonjour Hélène. Est-ce que tu veux bien te présenter? On est collègues, on se connaît, mais ceux qui nous écoutent ne nous connaissent pas forcément. Donc je m'appelle Florence Avenard, donc éduque de la vie scolaire, éducatrice de la vie scolaire. Je suis référente d'une classe de 6e pour l'année 2024-2025. Mon métier, c'est d'accompagner les jeunes tout au long de l'année scolaire, dans leur bien-être, faire attention à leurs besoins et les accompagner au niveau éducatif comme affectif. Les sanctions aussi, les conseils. Et je fais aussi une essai handball, où j'espère un jour aller très très loin avec une équipe. Mais on débute, donc chaque chose en son temps. Ton poste est très varié, donc tu es, pour bien poser le contexte, tu es rattaché donc à un professeur principal. Oui. Tu as en gestion une classe. Oui. Je t'ai proposé de faire ce podcast parce qu'on a eu une discussion récemment autour de la relation de confiance avec les élèves. Tu me disais que c'était un peu ton extase à toi, pour faire référence au nom du podcast. C'est quoi pour toi la relation de confiance? Ils peuvent tout me dire, on peut en parler longuement. En fait, en discutant, je leur demande s'ils peuvent, s'ils veulent et s'ils ont confiance en moi. La plupart me disent toujours oui. Alors après, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Mais en tout cas, ils arrivent à se libérer et à parler avec moi de leurs difficultés ou... Pas plus tard qu'hier, une jeune qui était pas bien, qui est sortie de classe et je suis allée la voir et je lui ai demandé ce qui se passait. Bon, elle a eu une petite dispute avec une camarade, mais après elle m'a parlé, elle m'a dit aussi c'est au niveau familial, ça va pas très fort. Et on a réussi, j'ai réussi à savoir ce qui la perturbait et on a réussi à discuter et je lui ai dit que pour le moment je ne dirais rien et que ça reste entre elle et moi. Ouais, on le sait bien, la relation de confiance englobe, et tu le dis très bien à travers tes exemples et ce que tu dis, à la fois le soutien émotionnel, la motivation, y compris pour le scolaire, puisqu'on travaille toutes les deux dans un établissement scolaire, et en même temps, ça passe par la création de cet environnement qui va être propice à la confiance. Donc, je te propose qu'on déroule un petit peu tout ça ensemble. Pour installer la confiance avec les élèves dont tu nous parles, pour installer cette relation de confiance, c'est probablement que tu as dû mettre en place des choses pour que cette confiance s'installe avec les élèves. La première chose qui me vient, c'est que tu as installé un sentiment de sécurité. Tu vois. J'ai trouvé un reportage là, en préparant cet épisode, un sondage, une enquête menée en 2021 par l'UNICEF sur plus de 25 000 enfants de 6 à 18 ans. Seuls 6,5% d'entre eux disaient ne pas se sentir en sécurité à l'école. Ça veut bien dire que l'école arrive quand même à créer ce sentiment de sécurité. Mais dans le même temps, l'école est identifiée par de nombreux enfants comme un lieu de violence. Et on le voit bien. On entend de plus en plus parler du harcèlement, notamment. À ton avis, toi, qu'est-ce qui permet de l'installer ce sentiment de sécurité? Alors déjà, je leur mens jamais. Je leur dis toujours la vérité. Je fais pas de menaces non plus. Jamais. Je leur explique, suivant leur problématique, on va dire, j'explique les choses. Et je leur dis, et je ne cache jamais rien. Mais surtout, oui, je leur dis systématiquement la vérité. Jamais j'essaye de leur faire... de mentir, d'essayer de détourner ou quoi que ce soit pour les amener à me parler. Ils sont libres. Je leur laisse la liberté aussi bien de penser que de me parler ou d'agir. Mais c'est pour ça que je les préviens toujours. Ils peuvent me parler, mais c'est à moi. Et là, je leur dirai, c'est trop important.
ta sécurité est mise en jeu, ou je peux pas garder ça que pour toi et moi. Et moi, je suis obligée, suivant ce qu'ils peuvent nous raconter, enfin me raconter, je suis capable de juger si, voilà, on doit en parler avec d'autres éducs, faire intervenir peut-être d'autres élèves, mais je leur cache jamais les choses. Donc et c'est comme ça, et je leur demande s'ils ont confiance en moi ou pas. La plupart à chaque fois me disent oui. Donc je pense que j'arrive à leur... mais après mettre quelque chose en place, voilà, je leur dis ce que je vais faire ou ne pas faire, ou si on va attendre, ou si on se revoit dans une semaine parce que pour voir comment ça a progressé. Mais c'est toujours vers des échanges. On échange toujours énormément. Et je leur demande d'être entiers, qui me cachent pas les choses non plus. Mais j'essaye, par le dialogue, de les apaiser, de leur demander leurs besoins aussi. Pour aller mieux, ils ont besoin de quoi ? C'est ce que j'allais te demander. Quand tu dis que tu discutes beaucoup avec eux, que tu es beaucoup dans l'échange, est-ce que c'est des échanges informels avec la classe, avec le groupe, avec des petits groupes, en individuel ? Et est-ce que c'est formalisé, ces échanges ? Alors il y en a, oui. Un canevas, tu vois, où tu dis, tiens, ce modèle-là, ça marche, donc je le reproduis. Ou des questions où tu sais que ça va libérer la parole, par exemple. Oui, justement, parce que pour les amener, c'est là où je leur demande déjà s'ils ont confiance en moi pour parler avec moi, s'ils ont envie, s'ils veulent m'exposer leurs problèmes ou pas. Comme je leur dis toujours, si moi je peux résoudre votre problème, je vais le faire. Si je peux pas, je vous dirigerai vers la personne qui est habilitée ou qui est apte par rapport à moi à prendre, à les aider sur leur parcours, quoi. Ou dans l'instant T, parce que c'est quelque chose qui va après disparaître, quoi. On y arrive. Comme j'ai dit, je suis référente d'une classe de 6e, donc les 6e, on arrive à voir leurs émotions. Des fois, pour certains, on va dire, c'est parlant tout de suite, on va regarder leur visage et on sait si ça va ou si ça va pas. D'autres qui ont des visages fermés, où là, il faut aller plus les chercher. Et c'est là où le travail, pour moi, en tant qu'éducatrice, où il faut effectivement que j'arrive à les faire parler quand j'arrive pas à voir leurs émotions. Pas pour le moment de recettes miracles. Je pense qu'en les rassurant au maximum et en leur disant que ça va rester confidentiel entre nous deux, que je vais rien dire à personne, j'arrive à les mettre en confiance. Et c'est comme ça que j'arrive à libérer leurs paroles et à les apaiser petit à petit. Oui, dans ce que tu viens de dire, comment établir une relation de confiance ? J'ai l'impression que tu nous dis que c'est assez intuitif pour toi, en tout cas. Donc moi, je me dis en t'écoutant que ça passe par de l'écoute active, que ça passe par l'instauration d'une ambiance de respect aussi, que ça passe par le soutien émotionnel. Tu viens de parler des émotions. Tu as parlé aussi de transparence. Je ne leur cache rien. Est-ce que ça peut passer aussi, par exemple, par des encouragements ? Tu n'en as peut-être pas parlé. Ah oui, tout à fait, parce que... Et par quoi ça passe, un encouragement ? La reconnaissance. Souvent, dans le système scolaire, que ce soit d'ailleurs les adultes ou les jeunes, on dit on manque de reconnaissance. Est-ce que ça te parle, cette idée ? Alors il faut savoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis coach au niveau du handball. La valorisation, c'est quelque chose que je connais bien pour être coach dans un club, mais aussi pour être à l'UNSS ici au niveau du collège. Dès que, ils prennent l'initiative, qu'il y a une bonne passe, mais que le but n'est pas marqué, c'est magnifique aussi. C'est le fait de jouer. Donc dès le moment où il y en a un qui me dit qu'il a eu un billet de réussite, ou qu'il a eu un 20 sur 20, ou qu'il a eu une bonne note, alors que d'habitude il en a des mauvaises, ou qu'il n'est pas habitué à avoir un 15 ou un 16, et toujours. Et je leur dis régulièrement, prenez confiance en vous. Ouais. Et faites-vous confiance. Tous ceux que j'ai emmenés en compétition, ils ont eu un billet de réussite. Parce qu'ils ont eu un super comportement, ils ont respecté toutes les consignes que j'avais données et l'état d'esprit était présent. Et ils se sont donnés à fond pour gagner. Donc pour moi, c'était à valoriser, justement pour qu'ils aient confiance en eux et qu'ils aient envie de continuer et de s'améliorer encore plus pour que, on essaye d'aller le plus loin possible, quoi.
J'entends que ça génère une forme de cercle vertueux. Un certain climat a été instauré. Mais ils sont heureux d'avoir un billet de réussite, mine de rien, même quand c'est au niveau sportif et hors contexte scolaire, pour le coup. Même si l'UNSS fait partie du scolaire, mais on est en sortie extérieure, donc ils savent qu'ils représentent le collège, pour en avoir parlé avec eux, pour les avoir briefés évidemment avant. Mais c'est quelque chose que moi, quelque part, je me sens un peu obligée de valoriser, parce que des fois, c'est des élèves qui, mine de rien, ne sont pas faciles en cours. Donc, on valorise pas souvent parce qu'ils font énormément de bêtises. Mais du coup, ça leur permet de leur faire voir ils peuvent être des super élèves. Et ils ne sont pas que une note ou que un comportement à un moment donné. Ouais. Donc, c'est super important cette complémentarité aussi des regards. Du regard qui est posé sur un enfant. Mais au niveau scolaire aussi, la façon dont les valoriser en classe, beaucoup en études, c'est leur donner des responsabilités, c'est en fait les amener, j'allais dire, sur la scène en tant qu'acteurs. Il y en a qui sont bons en dessin, décoration de la salle, de la classe. Il y en a une, elle nous a fait un baromètre. Calme, trop fort, pas assez. C'est le baromètre de régulation du bruit, c'est ça. Enfin, chaque élève qui a une particularité, donc ça soit le dessin, il y en a, ça va être autre chose, évidemment. Le dessin, il y en a qui ont des compétences, j'allais dire, dans l'entraide, socialement. Il y en a qui sont bons en maths, d'autres moins. Et on essaye d'interagir un peu comme ça. Mais on essaye, qu'il y ait aussi une cohésion au niveau de la classe et qu'ils s'entendent tous bien, quoi. Donc, c'est de les mettre en valeur, justement, sur la compétence que eux, ils peuvent avoir en plus par rapport à un autre. Et on le sait bien, quand on voit d'autres élèves faire des choses positives, ça a un impact sur le reste du groupe parce que ça donne envie à d'autres de faire des choses positives pour le groupe. Voilà, ça encourage d'autres élèves à être dans le positif aussi et dans l'apport du groupe. Et ça génère aussi une forme de sentiment d'appartenance. Je contribue à un collectif, à un groupe. Tu le ressens ça dans la classe ? Oui, parce que dès le moment où on met en avant un ou une élève, les autres, ils ont envie de venir nous voir en nous disant « moi je pourrais faire ça ». Ou moi je pourrais faire comme ça. Ou est-ce que je peux m'occuper de telle et telle chose. Et du coup, on arrive à avoir plein de choses et avoir chacun avec une compétence différente. Et le tout, mis bout à bout, on se rend compte qu'ils sont dans l'entraide et qu'ils peuvent effectivement se souder et se tirer vers le haut et non pas vers le bas. Ce qui fait classe. Le groupe classe qui va fonctionner pendant 4 ans comme ça, quoi. Tu nous as parlé des émotions, je voudrais juste y revenir un peu. Ce soutien émotionnel que tu apportes par ta présence, par la verbalisation, c'est une aide quand ils traversent des moments difficiles aussi. Tu travailles comment les émotions ? Plus l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'on est parti plus sur autre chose, on va dire, au niveau. En fait, je pense qu'il nous manque un peu de temps, surtout. Ça dépend, en fait, si on a le temps en études, je peux effectivement travailler les émotions. Et puis à 30, c'est compliqué, parce qu'il y en a qui ne parlent pas. Donc en petit groupe, c'est plus facile aussi. Pour que certaines, justement, aient envie de parler. Il y en a qui vont parler en petit groupe et non pas en classe entière. Travailler les émotions à 30, je trouve que c'est un peu plus compliqué. L'année dernière, la classe s'y prêtait beaucoup plus que cette année, en fait, je pense. Et ce que tu dis là, les contraintes de temps, d'espace, de groupe, ne doivent pour autant pas complètement empêcher de le faire. Et on compte aussi sur la complémentarité d'un système scolaire. C'est-à-dire que c'est travailler, par exemple, en éducation à la relation. Tout ne repose pas sur les épaules d'une seule personne aussi. Donc c'est comment on répartit aussi ces tâches-là dans une équipe. Ouais, c'est pour ça que nous, on est parti plus sur le harcèlement. Je crois qu'on va faire aussi... moi, l'année dernière, j'avais fait un atelier aussi sur l'amitié, parce que je trouvais que c'était important qu'ils sachent ce que c'était la vraie amitié et l'amitié. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est mon ami, mais en fait,
Ils s'y retrouvent pas à un moment donné, ou ils n'ont pas compris à quoi servait un réel ami, quoi. Et les différentes déclinaisons de ce mot-là, voilà, donc l'année dernière j'avais fait cet atelier, j'espère pouvoir le faire encore aussi cette année. En demi-groupe, c'est vrai que c'est génial. Comme on a l'aide aux devoirs, ça nous permet de pouvoir le faire. Parce qu'on se retrouve avec 15 élèves et c'est de l'interaction et du coup, ça c'est très enrichissant pour eux comme pour nous d'ailleurs. Ce que tu dis là, c'est dans les recettes de la relation de confiance, il y a aussi l'adaptabilité finalement. C'est-à-dire que selon les années, selon le groupe, selon les besoins du groupe, eh bien, on s'adapte, on adapte les activités et on adapte ce qu'on va amener au groupe. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, l'année dernière, donc, c'était pas du tout la même classe et c'était pas du tout les mêmes élèves. Donc les émotions étaient très importantes, comme le harcèlement était très important. Par contre, cette année, on a pris avec mon prof principal, on a pris toutes les filles de 6e pour leur expliquer ce qu'elles allaient devenir une femme un peu plus tard. Et pour celles qui vont le découvrir, celles qui l'ont déjà découvert, et les rassurer. Là, on allait mettre en place des petits kits dans les classes, etc. Si jamais, voilà quoi. Donc ça, c'était intéressant. C'était intéressant. Très enrichissant aussi. Ce climat de confiance dont au niveau des filles. Depuis tout à l'heure. Ouais. Au niveau des filles, on a trouvé que c'était important de le faire pour pas qu'elles aient peur de voir leur corps changer et leur dire à quoi servait en fait tout ce qui allait leur arriver une fois par mois et leur dire qu'elles paniquent pas et les rassurer au niveau du collège. Et le fait que ça soit des femmes, je pense que on a libéré la parole pour beaucoup, quoi. Oui. Et celles qui se posaient des questions, on a répondu à leurs questions. Et ça, c'était hyper intéressant. Ça se voit sur ton visage. Ouais, c'était très enrichissant. Je sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, c'était très enrichissant, pour le coup. Pour aller un peu plus loin, il y a aussi une espèce de contradiction entre un cadre qui doit être strict et ferme, et en même temps laisser cette place à l'autonomie et à l'improvisation dans les classes. Comment tu jongles, toi, entre un règlement qui est là, qui doit être respecté, où il faut faire preuve de fermeté, et ce besoin d'instaurer la confiance? Est-ce que pour toi, c'est des opposés? Est-ce qu'à un moment donné, ça se relie? Est-ce que l'un va avec l'autre? L'un va avec l'autre. Parce que, j'allais dire, tous ceux qui travaillent avec des jeunes ou qui sont entourés, que ce soit des petits jusqu'aux grands, si on n'a pas de limite et pas de cadre, c'est, on va dire, l'anarchie. Et l'anarchie dans un collège, c'est juste pas possible. Il y a des règles à suivre. Ces règles, elles sont pour tout le monde les mêmes. J'allais dire, c'est pas parce que Paul, Pierre ou Jacques va détourner qu'on va accepter. Que forcément, il y a un cadre, mais à côté de ça, ça nous empêche pas de rire, ça nous empêche pas de nous amuser, parler, d'être là les uns pour les autres, tout en restant et en respectant le cadre qui est posé, j'allais dire, par chaque adulte. Parce que chaque adulte a ses limites. Mais dès le moment où c'est posé avec les jeunes, qu'on les prend pas, j'allais dire, par dépit, qui sont prévenus, c'est pour ça, moi, je les préviens toujours. Une règle, si la règle n'est pas respectée, c'est une infraction. Et quelle est la sanction pour cette infraction? Dans notre vie d'adulte, on connaît les infractions qui existent. On connaît la conséquence de griller un feu rouge. On connaît la conséquence d'aller plus vite que ce qui est autorisé. Et pour autant, poser ce cadre qui peut paraître parfois, poser un cadre, ça peut parfois paraître comme quelque chose de rigide et de contraignant. Or, on le sait bien, et à l'école, on le sait peut-être encore mieux qu'ailleurs, c'est ce qui va garantir à la fois la sécurité, déjà, et à la fois ce sentiment de confiance, parce qu'on connaît les limites, et quand on est adolescent, on a besoin de les connaître. Et ça n'empêche pas pour moi d'avoir cet espace de liberté. Tu vois, oui, tout à fait. La règle, la contrainte n'empêche pas la liberté, et au contraire, la liberté réside dans le fait de comment est-ce que je vais aller enrichir la contrainte, plutôt que de la voir comme une contrainte qui va m'enfermer. Comment est-ce que je vais, moi, pouvoir l'enrichir? Et je pense que ce que tu nous as dit là,
tout le long, depuis tout à l'heure, ça l'illustre parfaitement. Qu'est-ce que je peux apporter à la classe? Quel est mon talent qui va faire que le groupe va être enrichi? C'est ça que tu nous dis depuis tout à l'heure. Bah oui, parce qu'en fait, moi, je leur dis souvent, depuis que je fais ce métier, je leur dis régulièrement que pour moi, une classe, c'est comme une équipe. Et je fais souvent la comparaison parce que, en fait, pour moi, c'est l'identique. Une équipe, ça avance ensemble, comme une classe. Et ça dénigre pas, et ça fait pas de commentaires méchants, ça prend soin des uns et des autres. Ça, c'est une équipe. Avec les avantages et les inconvénients que ça a. Et la classe, c'est exactement la même chose. On aura toujours des élèves qui ont envie de se faire remarquer par rapport à d'autres qui veulent être plus discrets parce qu'ils veulent pas qu'on se moque d'eux quand ils disent une bêtise ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est malheureusement, on essaye d'y faire attention, mais on sait que ça existe. Et c'est là où c'est important de poser le cadre, justement. Tu as l'air de relier tes deux fonctions, c'est génial. On va arriver au bout de cet épisode. Je pense que ce que tu nous as posé, c'est la relation de confiance. Elle s'installe en allant à la rencontre des individualités, même dans un groupe. C'est un petit peu ça que tu nous as dit, en allant à la rencontre de chaque vécu, de chaque histoire, en allant à la rencontre de chaque vulnérabilité dans la classe. La deuxième chose, je crois que tu nous as dit, c'est voilà, comment les lois de la classe, comment le cadre vient poser un espace rassurant, parce qu'on en connaît les limites. Et ensuite, peut-être le troisième point que je retiendrai, qu'on peut retenir, même s'il y aurait plein de choses, c'est comment tu permets à chaque élève de se sentir reconnu et de le mettre en capacité de progresser par rapport à là où il en est, que ce soit scolairement ou en tant qu'individu. Est-ce que tu vois autre chose que tu auras envie de rajouter là et qu'on n'aurait peut-être pas abordé par rapport à cette idée de confiance dans la classe? C'est qu'en fait, chaque jeune a son histoire. C'est à lui, c'est propre à lui. On se rend compte que y en a qui le vivent bien parce qu'ils ont une superbe histoire et d'autres qui ont des histoires un peu plus compliquées. Et leur confiance en eux est cassée. Oui. Comment répondre à un environnement où il y a de la confiance si soi-même on a confiance en soi? C'est un travail de tous les jours. Ouais. Et c'est là où on les valorise. Enfin, moi particulièrement, je les valorise énormément. Sur prends confiance en toi. Regarde, ta première idée, c'était la bonne. Et il y en a qui commencent des phrases et qui les finissent pas. Et là, c'est prends confiance en toi. N'aie pas peur. Vas-y. On en parle après. Pourquoi ça correspond pas à ce qu'on attend? Et là, on donne les explications et ils comprennent. Tout est dans le dialogue, mine de rien. Après, on peut le faire sous forme de jeu aussi. De toute façon, ça fonctionne très très bien aussi. J'allais dire, des fois, le jeu, c'est juste du temps qui nous manque pour le jeu. Ça passe vraiment par... et tout ça, ça passe vraiment par la posture d'autorité, mais autorité dans le sens... j'ai les capacités de le faire. Et je pose le cadre avant. Et après, c'est non négociable. C'est l'autorité dans toutes ses dimensions. Et ça crée des moments d'extase dans les classes. Ouais. Pour reboucler sur l'extase. Ouais. Merci Claude. Merci Hélène. Avec grand plaisir.